Bonjour à tous, me revoilà pour la vidéo du week-end. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui c'est farniente. Donc je suis en pyjama. Et ça fait du bien, hein, franchement, de déconnecter, de rien faire, de pas se mettre de pression. D'autant plus par rapport au sujet dont je vais parler aujourd'hui, qui est le trouble de l'attention, donc le TDAH, dont on parle beaucoup en ce moment. Et j'aimerais commencer cette vidéo par vraiment faire un point sur cette phrase qui dit non mais de toute façon le TDAH c'est à la mode, à écouter les gens, tout le monde est TDAH. Enfin, je comprends pas, je comprends pas les gens qui disent ça. Alors, je me dis que s'ils disent ça, c'est certainement qu'ils le sont pas. Et c'est ok, et tant mieux pour eux, hein, parce que je veux dire, c'est pas une partie de plaisir que d'avoir un TDAH. Il faut savoir que pour être diagnostiqué aujourd'hui, ça coûte très cher et c'est le parcours du combattant. C'est vraiment la croix et la bannière pour trouver des spécialistes qui vont pouvoir nous faire passer les tests et poser un diagnostic final. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis en parcours de diagnostic. J'ai déjà fait tous les tests, mais je dois attendre le verdict final du psychiatre. Ça fait 1 an et demi que je suis sur une liste d'attente sur un psychiatre spécialisé dans les addictions, parce que c'est ce que moi me génère énormément mon TDAH et ça me complique beaucoup la vie. Et je ne sais même pas si un jour j'arriverai à avoir un rendez-vous avec elle. Donc j'ai pris rendez-vous avec un deuxième psychiatre. J'ai rendez-vous en mars. Pareil, il y a énormément d'attentes. Mais je me dis au moins le diagnostic sera posé et ça ne m'empêchera pas ultérieurement, éventuellement, d'aller voir un spécialiste des addictions. Mais moi, là, ce que je veux, c'est que le diagnostic soit posé et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi. Parce que dernièrement, je parle beaucoup avec des gens qui, à mon avis, ont les symptômes et qui me disent non, de toute façon, ça va changer quoi de le savoir en fait. Je vis très bien avec. Non, déjà, on vit pas bien avec, ça faut le savoir. Et c'est surtout qu'en fait, et là je vais vous parler de mon expérience, hein, ça m'a vraiment permis de mieux observer les problèmes, de mieux les comprendre, de déculpabiliser par rapport à tout ça et aussi de prendre conscience que parfois ma vision des choses était erronée parce qu'on m'avait dit des choses dans mon enfance par rapport à ça qui étaient fausses. Je vais prendre un exemple précis. Moi j'ai toujours dit ouais je suis nulle en logique. Faux. Les tests ont vraiment permis de montrer qu'en vrai je suis même plutôt douée. J'ai un QI légèrement supérieur à la moyenne. Et moi honnêtement j'ai été surprise quoi. Quand j'en ai parlé autour de moi, que les gens m'ont dit, j'ai dit ah ouais j'ai un QI supérieur à la moyenne. Enfin, les gens me disent mais t'es surprise. Donc eux, a priori, ils avaient conscience que moi, j'étais peut-être... Enfin, que je faisais partie des gens intelligents. Mais moi, j'avais l'impression d'être bête, en fait. Parce que j'étais nulle en maths étant gamine et qu'en fait, on m'avait verbalisé pendant longtemps du non, mais si tu comprends pas ça, c'est que t'as pas de logique, quoi. C'est que t'es nul. Et en fait, ça nous définit. Tous les mots qu'on nous dit étant enfant, ça nous définit. Et c'est vrai que moi, scolairement parlant, j'ai pas été en échec scolaire. Je sais maintenant, grâce au test que je viens de passer, enfin que j'ai passé, que, en effet, cette intelligence légèrement supérieure a vraiment... j'ai surtout un fort pouvoir de mémorisation. J'ai une grande, grande mémoire. Et c'est ça qui a pallié à beaucoup de choses, en fait. Et qui a fait en sorte que j'ai toujours eu la moyenne en cours. Mais j'avais des matières où j'étais extrêmement douée et d'autres où j'étais extrêmement nulle, en fait. Et du coup, on me disait toujours, n'exploite pas ses facilités, manque de travail personnel, fais pas d'efforts. Voilà. Et du coup, ça m'a définie en tant que personne. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de volonté. Quelqu'un qui était feignant. Je me décrivais comme feignante. Et souvent, les gens me disaient, non, mais attends, t'es étudiante, tu cumules 3 jobs, t'es pas feignante. Je comprenais ce qu'ils me disaient, parce que oui, c'est vrai que dans le travail, j'étais quelqu'un de très efficace, mais à la maison, c'était beaucoup de procrastination. Donc, avant de rentrer un petit peu dans les détails et vous raconter mon expérience, ce que je vais faire, c'est vous parler donc du TDAH et vous lister plus ou moins les symptômes qu'on peut trouver. Même si ça reste une liste non exhaustive, puisque je parle plutôt de mon point de vue à moi, je n'ai pas fait la liste totale de tous les symptômes. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à suivre une fille qui fait des vidéos sur TikTok, Instagram et peut-être Facebook, qui s'appelle Cerveau TDAH. C'est grâce à elle que j'ai découvert que j'avais un TDAH. Et franchement, je la remercie 1000 fois parce que, je vais pas dire ça m'a sauvé la vie, mais franchement, ça m'apaise tellement et ça me permet de mettre en place des choses en fait. Parce que c'est ça aussi, au-delà de mieux se connaître, il y a vraiment ensuite un travail qu'on peut faire derrière pour comprendre comment contourner certains problèmes en fait. Il y a des spécialistes qui existent aujourd'hui qui nous aident à mettre en place des choses pour aller mieux. Et dans le cadre des enfants, pour moi, c'est primordial sur la scolarité.
Alors moi, j'ai aidé une copine à faire diagnostiquer sa fille, qui était donc pas en échec scolaire, mais en tout cas ça se passait pas bien. Et aujourd'hui, elle a des choses qui ont été mises en place parce que elle a du mal à garder son attention dans une salle avec plein de gens, avec tous les bruits avoisinants. Et aujourd'hui, elle fait ses devoirs dans une salle à part, avec une demi-heure de plus, parce que sur la première demi-heure, elle perd tous ses moyens et elle n'arrivait jamais à finir ses devoirs. Aujourd'hui, sa moyenne, elle a monté de 3-4 points. Bah voilà, voilà à quoi ça sert en fait de se faire diagnostiquer. Mieux vivre avec, c'est tout. Donc, le trouble de l'attention, c'est quoi? Donc, le TDAH, c'est trouble de l'attention. Alors, ils disent toujours avec ou sans hyperactivité, mais dans les deux cas, il y a de l'hyperactivité mentale, dans les deux cas. Et en fait, il y a les hyperactifs physiques et les autres, j'ai pas envie de les décrire. Donc, les hyperactifs physiques, ben, c'est vraiment ces enfants qui tiennent pas en place et c'est pour ça qu'on les diagnostique aujourd'hui. Et je pense que le TDAH hyperactif physique se fait mieux diagnostiquer aujourd'hui parce que ça se voit plus sur les gens. Euh, Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais en fait et c'est fatigant pour les parents. Donc ça, c'est des enfants qui vont être assez facilement diagnostiqués. Mais ceux qui donc me ressemblent, qui sont juste hyperactifs mentaux, bah en fait, ils vont peut-être pas être diagnostiqués. S'ils sont en échec scolaire, peut-être. S'ils ont une maîtresse qui est au fait de tout ça et qui va réussir à déceler des petites choses. Sinon, bah voilà, ils feront comme moi, ils passeront les années au fur et à mesure en galérant, quoi, et en se disant non, bah de toute façon, je suis nulle. Et puis, bah, ils s'en sortiront parce que quand même, il y a des avantages dans tout ça, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire la liste des avantages et des inconvénients, même s'il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Mais pour moi, il y a quand même des grands avantages. Donc j'ai commencé par lister les symptômes. Donc le premier, c'est vraiment le trouble de l'attention, c'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer. On est vite perturbé par les petits oiseaux qui passent, un bruit dans la rue, une pensée intrusive, parce que comme on a une hyperactivité mentale, on a un cerveau qui tourne H24 qui s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais de tourner. Jamais, 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 jamais. Alors, on peut quand même avoir une hyperactivité mentale sans avoir de TDAH. Hein. C'est pas parce qu'on a le cerveau qui tourne H24 avec des troubles du sommeil qu'on a un TDAH. C'est un cumul de symptômes qui fait que. Et encore une fois, s'il y a un doute, bah, il suffit d'aller passer les tests. Je ne vais pas vous mentir, c'est très cher de passer les tests aujourd'hui. Il faut compter entre 3. Moi, je crois que j'ai rien vu à moins de 400 euros, mais je l'ai fait dans une grande ville qui est Nantes. Donc, je me dis que peut-être dans des plus petites villes, c'est moins cher. Et j'ai entendu des tarifs jusqu'à 600, 800 euros. Tout va dépendre de où vous vous situez, quel spécialiste vous allez voir. Euh, voilà, parce que ça, encore une fois, c'est les spécialistes, quoi. Donc, par définition, ils font un peu leurs tarifs. Et bah, c'est le principe de l'offre et la demande. Hein. Quand il y a beaucoup de demandes, ben, forcément, les tarifs gonflent. Donc, ce serait bien qu'à long terme, ce soit reconnu. En fait, je pense que c'est reconnu quand même par la médecine parce que même si c'est pas connu de tous, c'est quand même quelque chose qui est reconnu. Mais c'est pas pris en charge. Donc voilà, même s'il y a des aides quand même qui sont proposées pour ça. Donc, les symptômes. Donc, ce problème d'attention où c'est compliqué de se concentrer, de garder son attention sur quelque chose sans se disperser. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, je vous raconte une histoire, ça va être insupportable à écouter en vrai. Mais même là, mes vidéos, c'est ça. Je commence par un truc, puis finalement, je rebondis. Là, vous voyez, je vous lis ces symptômes, puis en fait, je fais plein de déviations. Puis je dis, attendez, je parlais de quoi déjà? Mince, je me suis perdue. Voilà, ça, je fais ça complètement en fait. On perd le fil, on sait plus ce qu'on disait, parce qu'en fait, on a plein de pensées parasites qui arrivent, et à un moment donné, c'est trop, le cerveau, il bloque, quoi. Et on s'en rend compte, et on peut aussi avoir honte de tout ça, de se dire, mince, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. C'est vraiment une phrase qu'on se répète beaucoup, hein, en tant que TDAH. Donc voilà, il y a ces problèmes de concentration. Alors moi, depuis que j'ai fait des tests, je comprends pourquoi. C'est qu'en fait, notre cerveau, donc c'est un cerveau dit neuroatypique, qui ne fonctionne pas comme le commun des mortels, on va dire, on n'a pas vraiment de filtre. Hein. C'est-à-dire que sur un cerveau neurotypique, vous allez par exemple... je vais prendre l'exemple du restaurant parce que c'est très parlant. Vous êtes au restaurant, vous êtes avec des amis, il y a de la musique en fond, il y a des gens qui parlent, et vous devez choisir votre menu en même temps que vous parlez avec vos amis. Ben, un cerveau neurotypique, ça va être hyper simple. Dans son cerveau, il va y avoir un filtre qui va dire concentre-toi sur la personne avec qui tu parles, le menu. Hyper facile. Le cerveau neuroatypique, donc les personnes atteintes de TDAH, elles n'ont pas ce filtre. C'est-à-dire que ces personnes-là vont entendre et le brouhaha de la salle, et la musique,
il faut choisir sur le menu la personne qui leur parle, peut-être la télé, il y a des images. Et en fait, le cerveau capte toutes ces infos. C'est pour ça que du coup, il va perdre le fil, ça va être compliqué, ça va lui demander énormément d'énergie, et ça explique pourquoi vous êtes certainement, en tout cas si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes rincé à la fin de la journée, mais rincé. Vraiment, et c'est pas pour ça que vous allez dormir en fait, hein. Parce que votre cerveau il tournera H24. En tous les cas, voilà ce qui explique ce problème de concentration en fait. C'est qu'il y a trop d'infos, et le cerveau n'arrive juste pas à filtrer. Voilà, donc ça c'est un des symptômes. Il va y avoir aussi, alors ça c'est donc mon cas, je dirais que c'est vraiment le problème de ma vie, c'est la procrastination. Et ça c'est souvent le problème, c'est quand on parle de procrastination, les gens vont avoir tendance à dire ah non mais moi aussi j'aime pas faire des tâches que j'aime pas, mais bon faut le faire. Ça vraiment, j'ai envie de taper les gens en fait quand j'entends ça. Il faut vraiment comprendre que de toute façon, les gens qui ne sont pas concernés ne pourront pas comprendre comment ce n'est pas possible de se mettre en action. C'est le cerveau qui bloque. Le cerveau, en fait, on a un problème de régulation de l'hormone du plaisir. J'ai mangé le nom, ça va me revenir après. En fait, on a un problème de régulation de cette hormone-là, l'hormone du plaisir, et en fait, on en a besoin tout le temps. Donc en fait, on fait que des choses qui vont nous faire plaisir pour compenser. Et tout ce qui ne va pas nous faire plaisir, bah, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en fait, le cerveau, il bloque. Et le corps bloque. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans son canapé et on n'arrive pas à se mettre en action. Et c'est vraiment dur, en fait. Et c'est pas de la mauvaise volonté. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai cru que ça en était, parce qu'on m'a toujours dit ça. Mais en fait, c'est pas ça, c'est vraiment j'ai envie de le faire, mais j'arrive pas à le faire, quoi. J'ai envie de le faire, mais je ne bouge pas. Et je peux vraiment pas vous expliquer ce sentiment de dégoût de soi, en fait, je vais prendre un exemple précis pour moi, ce qui est très dur à faire. Alors, hormis le ménage, hein, qui est vraiment un gros problème chez moi, ça va être l'administratif. L'administratif, c'est une tannée. D'ailleurs, merci beaucoup à la dématérialisation qui me permet beaucoup plus de faire des choses. Parce que comme moi, je suis très active la nuit et j'ai du mal à me mettre en action en journée, j'ai plus une propension à être active la nuit. Vous voyez, moi, mes vidéos, j'arrive pas à les faire tôt, j'ai du mal en fait. Parce que moi, entre 14 et 18 heures, c'est compliqué. 19 heures là, ouais, c'est compliqué. Et là, après, je vais avoir un regain d'énergie, un boost, et c'est très fréquent pour moi de faire mon ménage à 3-4 heures du matin. Parce que je suis en pleine forme, vraiment. Je dors pas, du coup, et je suis en pleine forme. Donc, c'est à ces moments-là que j'arrive à faire des tâches pas très agréables, mais du coup, l'administratif, bah, c'est fermé, en fait. Donc, la dématérialisation, c'est juste génial, parce que moi, je fais ça la nuit, quoi. Mais à fond, quand il fallait que j'amène juste une lettre à la poste, enfin, c'est pas compliqué, en vrai, hein. Et c'est ça qui est dur, parce qu'en fait, on se dit, non, attends, t'as juste à prendre une feuille, faire ton courrier, le mettre dans une enveloppe, mettre un timbre et aller à la poste. Enfin, il n'y a rien de compliqué. Et le jour où vous allez réussir à vous mettre en action, vous allez le mettre dans votre voiture pour y penser. Déjà, vous n'avez pas y pensé à rester sur la table pendant 4 ans, parce qu'il y a ça aussi, hein, les oublis fréquents, quoi. Moi, j'ai 36 000 réveils. D'ailleurs, des fois, je fais des vidéos, ça sonne, parce qu'en fait, j'ai près une dizaine de réveils par jour, plus des rajouts si je dois penser à des trucs, quoi. Moi, si je sais que, par exemple, à 16 heures, j'ai rendez-vous chez le kiné, je vais mettre un réveil à 15h15, là, pour me préparer. Sinon, je ne vais pas voir l'heure passer, en fait. On n'a pas la notion du temps qui passe. Franchement, c'est très, très compliqué. Quand on prend conscience de toute la problématique du trouble de l'attention, on se dit « Ah d'accord, bah ok. Ah bah non, mais je comprends pourquoi ma vie, elle est dure, en fait. » Et quand hier, j'exprimais dans la vidéo bah en fait, j'ai toujours trouvé que la vie, elle était difficile. Bah, le TDAH, en grande partie, c'est problématique, parce qu'en fait, c'est ça qui a causé tout le reste. Les troubles alimentaires, en fait, tous les autres problèmes adjacents, ça découle de ça. Ça découle d'un problème de se mettre en action. Les addictions, ça découle de là, parce qu'en fait, quand on a un trouble de l'attention, on est plus à même d'aller vers des addictions, puisque comme on a ce problème de régulation d'hormones du plaisir, bah, on va aller vers des choses. L'addiction, c'est du plaisir, en fait. Nourriture, plaisir, regarder la télé, plaisir, jouer aux jeux d'argent, ça génère de l'adrénaline, ouais, ça booste en fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir l'addiction au shopping, l'addiction à l'argent, l'addiction au sexe. En fait, il y a plein d'addictions qui sont possibles. Moi, perso, j'ai donc nourriture, télé.
Et un peu shopping, même si vraiment je me maîtrise. J'ai des petites rechutes, mais franchement, ça va. Je le gère beaucoup mieux. La nourriture aussi, je la gère beaucoup mieux. La télé, c'est un petit peu mieux, mais il peut mieux faire. Voilà, donc il y a énormément. L'alcool aussi, hein. Ça peut être l'alcool. Moi, c'est vrai que j'ai pas ça. J'ai été vers d'autres choses, mais ouais, c'est compliqué en fait. Et tout ça, ça vient de ce trouble, quoi. Donc quand on comprend ça, on se dit, ok, il y a une raison à tout ça. C'est pas juste je fais des mauvais choix dans la vie. En fait, c'est que j'ai des prédispositions à ça. Ok. La difficulté à faire des tâches désagréables, problème de concentration, j'en ai parlé. Je me suis fait une petite liste pour pas oublier. Les oublis fréquents, j'en ai parlé. Les troubles du sommeil. Alors ça, je crois que ça a été... en fait, ça aggrave le problème, c'est-à-dire que déjà, on est fatigué du fait de ce problème d'attention, mais en plus, on dort pas. J'ai passé beaucoup de temps sur mon sommeil, de pourquoi je ne dormais pas. J'ai essayé plein de choses que les gens qui disent mais tu devrais pas mettre la télé pour dormir. Je comprends complètement pourquoi les gens ils le disent, mais maintenant j'ai compris que c'est mieux pour moi de regarder la télé. Parce qu'en fait, comme mon cerveau tourne H24, moi si je coupe la télé et que je me mets au lit, je lis un livre, alors moi j'arrive pas à lire de livre, c'est compliqué, enfin j'ai des périodes, ça dépend. Si je ne me mets pas devant la télé, en fait je vais me coucher, et là dans ma tête, je vous jure, je vais faire des conférences quoi. Ça s'arrête pas en fait. Et du coup, c'est hyper polluant. Va se rajouter à ça le stress. Alors, je vais parler du stress aussi. Le stress de se dire ah non mais demain je dois me lever tôt, si je dors pas ça va pas aller, et en fait ça va être de mal en pire parce que plus je vais stresser d'être fatiguée, moins je vais dormir. À un moment donné je vais rallumer la télé, et c'est ça en fait qui va m'aider, parce qu'en fait la télé ça va m'aider à mettre mon cerveau en pause, c'est-à-dire que je vais être tellement absorbée par ce que je regarde que du coup ça va mettre mon cerveau en pause. Maintenant le problème c'est que comme j'ai une addiction à la télé, faut pas que je regarde quelque chose de trop passionnant. Par exemple, je sais pas, des séries comme Dexter ou Lost, ou enfin des choses qui se suivent, vous savez, où vous voulez voir l'épisode d'après. Ça non, parce que c'est clair que je ne vais pas dormir, parce que du coup, il va vraiment y avoir ce plaisir de ah non, mais je veux savoir ce qui se passe après, ça me crée de l'adrénaline, et du coup, ça va me réveiller. Donc maintenant, j'ai compris que pour dormir, il faut un truc que je connaisse déjà, parce que j'ai du mal à arrêter en pleine série et de me dire ah ben non mais je sais plus où je serai arrêtée, voilà, ou de m'endormir pendant, c'est quelque chose qui peut me stresser, donc ne pas me faire dormir, et me faire surtout lutter et perdre mon moment d'endormissement, parce que le moment d'endormissement quand on l'écoute pas c'est fini quoi. Donc il faut quelque chose de pas trop bien, que je connaisse, et où je me dis bah si je m'endors c'est pas grave. Mais qui soit quand même suffisamment passionnant pour que mon cerveau se mette en pause. Maintenant, j'ai aussi compris qu'il faut que je me couche pas trop tard, ce qui a été compliqué, hein. J'ai mis beaucoup de temps à mettre ça en place, de me dire, ok, là, comme je me lève tôt demain, je décide de me coucher tôt. Parce qu'il y avait vraiment une partie de moi avant qui disait, non, mais je veux regarder la télé, c'est trop bien. Maintenant, j'ai accepté que, voilà, les soirs où je me lève tôt, je me lève pas tôt tous les jours, hein. Le jour où j'aurai un travail où je me lève tous les jours sera peut-être différent, mais actuellement, en tout cas, c'est faisable, c'est 2-3 fois par semaine, donc ça passe. Je prends de la mélatonine à 1,9 mg, c'est important. Il faut vraiment que je le prenne avant 22h. Si je prends ma mélatonine avant 22h, que je mets quelque chose qui n'est pas trop passionnant, eh bien j'ai l'endormissement qui arrive après, je passe une bonne nuit et j'arrive à bien me réveiller le lendemain. J'ai enfin trouvé une solution à ce problème, et si j'ai pu trouver une solution, c'est parce que j'ai été diagnostiquée, parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, et que intellectuellement, j'ai pu prendre conscience un peu de tout ça et trouver une solution. Mais le trouble du sommeil, c'est super chiant, surtout que ça génère du stress. Donc je vais parler également de ça, du stress. Pendant longtemps, j'ai eu cette croyance que j'étais pas stressée. Et d'ailleurs, je le disais tout le temps, bah, moi je suis pas stressée, je stresse jamais. Par exemple, je faisais pas mes devoirs, hein, quand j'étais gamine, bah, c'est pas très agréable. Donc je faisais pas mes devoirs. Donc les matières où je réussissais, en fait, c'est que j'intégrais vraiment en cours, enfin j'écoutais et j'intégrais. Et tout le reste, bah, j'étais en échec. Et en fait, je sais plus ce que je disais. Oui, donc là j'ai eu un gros blanc, ça a duré 3 minutes. Donc je ne faisais pas mes devoirs. Et en fait, j'étais pas stressée le lendemain de pas savoir en fait. Si j'étais interrogée, il y avait une mini panique, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui était gérable.
Je sais pas comment expliquer. J'avais vraiment cette impression que je ne stressais pas. Et les gens le disaient, mais t'es pas en stress parce que les gens, ça les mettait hyper mal juste de savoir que moi, j'avais pas révisé, quoi. Et en fait, j'ai aussi des grandes qualités d'adaptation dans le sens où je fais beaucoup de freestyle. Je me dépatouille un peu toujours, quoi. Et ça, je pense aussi, ça vient du TDAH. Donc, je me disais, non, mais de toute façon, je vais broder, ça va passer. En fait, je crois que comme je suis optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, je me dis, non, mais je vais y arriver. Moi, j'adorais les oraux parce que les oraux, bah, je pouvais vachement me rattraper par mon aisance, par tout ça. Sur les écrits, bon, bah, on sait pas, on sait pas. Mais voilà, je me suis toujours définie comme quelqu'un qui n'avait pas de stress, que j'avais pas cette boule au ventre. Je sais qu'il y avait des gens avant d'aller à l'école, ils avaient mal au ventre. Moi, jamais, j'ai jamais eu ça. Vraiment, c'était une microseconde, par exemple, avant de passer devant tout le monde. Je peux avoir une microseconde de stress, mais une fois que j'étais dedans, ça partait. Donc dans ma tête, j'étais pas stressée. Sauf que quand j'ai fait les tests là, de, du TDAH, il y a donc plein de questions, hein. J'ai fait une vidéo sur les tests TDAH, vous pouvez aller voir sur YouTube, où j'ai vraiment tout détaillé du test, donc je ne vais pas le refaire, parce qu'en plus c'est loin maintenant. Et quand je l'ai fait, c'était assez frais dans ma mémoire. Et en fait, il y a des questions qui sont chronométrées. Et ces questions-là, j'ai senti le stress en fait. Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien, ça m'a généré de la colère de pas réussir. Enfin, c'était vraiment pas bon quoi. Et du coup, je l'ai ressenti dans mon corps le stress et je me dis mais en fait si je suis quelqu'un de stressé. Et je suis tombée sur une vidéo TikTok d'un gars, bah, c'est le gars des G-Squad. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a été diagnostiqué TDAH bah, à 50 ans je crois. Et il avait fait cette remarque qui était hyper intéressante. Je me suis dit mais il a raison. Comment vous savez que vous êtes stressé si vous l'êtes tout le temps en fait? Comment vous savez ce que c'est le stress si en fait vous êtes en état général de stress? En fait, quand on est en stress momentanément, on sait ce que c'est le stress, mais quand on l'est tout le temps, on ne le sait pas. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça, le TDAH, c'est qu'en fait, on est tout le temps stressé. Et on le voit pas. Et en fait, on compense, on s'adapte, enfin... Et ça demande énormément d'énergie. Et je comprends mieux pourquoi j'ai tout le temps été fatiguée dans le cadre de mon travail. Les gens me disaient, viens, on sort. Je fais, non, non, moi, si je travaille le lendemain, je peux pas sortir. Je savais très bien que si je sortais, derrière, j'allais pas aligner 3 mots lors de mes réunions, j'allais faire des erreurs d'inattention. J'étais pas opérationnelle en fait. J'étais épuisée en fait. J'ai vraiment besoin de me reposer plus que la moyenne parce que je suis. Tout m'épuise en fait, la concentration me fatigue, le stress me fatigue. Et depuis que j'ai conscience du stress, ben, je l'observe beaucoup mieux, notamment dans le sommeil. J'avais pas du tout conscience que je stressais le soir avant de m'endormir. Parce que je le ressens pas dans mon corps en fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne ressent pas dans son corps. C'est aussi un des symptômes. C'est difficulté d'être à l'écoute de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas écouter ses besoins vitaux. Par exemple, moi, c'est aller aux toilettes, c'est secondaire. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais par exemple, je vais avoir envie de faire pipi. Et puis je vais me dire, attends, d'abord je fais ça parce que j'ai oublié, parce qu'il y a ça aussi. Donc je fais mon truc et en fait j'oublie d'aller faire pipi. Et au bout de 3-4 heures, je vais dire, attends, je vais aller aux toilettes là, j'y suis pas allée. Boire. Boire, c'est quelque chose qui est compliqué si j'ai pas ma bouteille à côté de moi. Et même quand je l'ai à côté de moi, si par exemple je regarde la télé, je vais pas. Faut vraiment que j'ai archi soif quoi, pour penser à boire. D'ailleurs, la fille qui fait les vidéos de TDAH, elle dit toujours pensez à vous hydrater. Alors moi ça dépend, hein. Des fois mon corps me le dit. J'ai des périodes où je bois beaucoup et des périodes où je bois pas. Mais ouais, boire c'est compliqué. Manger aussi. Manger, ça arrive constamment que je fasse des tâches diverses et variées, parce que c'est un moment où je suis en action. Et du coup, je vois pas l'heure passer et je me dis, attends, il est 16 heures, j'ai pas mangé. Et tu vois, je mange pas de la journée en fait. Je peux passer une journée sans manger, de dire, oh, mince, j'ai pas mangé quoi. Puis des fois, il y a flemme aussi de faire à manger, hein. Ça aussi, c'est compliqué. Se mettre en action pour faire à manger, c'est difficile. Je travaille énormément là-dessus, sur faire à manger, puisque je prête beaucoup d'attention actuellement sur mon poids, et voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus, sur mes TCA, tout ça. Mais c'est très compliqué pour moi. Il faut vraiment mettre en place des routines, et c'est un vrai travail. Pareil pour le ménage, c'est une tannée le ménage pour moi. Ça a été très compliqué pendant longtemps. Là, ça commence à être beaucoup mieux, parce que je mets en place des choses. Parce qu'en fait, je comprends, c'est un peu pareil pour la nourriture en fait. Je comprends que, enfin, ça c'est une neuropsycho qui m'a parlé un peu de ce que sont les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. En gros,
Moi, je voyais vraiment les TCC comme quelque chose de miraculeux. Où je me dis, ah ben on va m'aider, on va me faire un truc magique et je vais réussir à faire le ménage. Et elle m'a dit, non, c'est pas magique en fait. Va quand même falloir faire votre tâche désagréable. Je fais, mais c'est nul. Puis moi, dans ma tête, je dis, bah, j'arriverai pas quoi. Et elle me dit, non, en fait, on va juste changer de point de vue. C'est-à-dire que vous voyez la tâche désagréable. Mais en fait, la TCC, ça va être le moyen de se dire, vous allez quand même faire votre tâche désagréable, mais vous allez voir que le plaisir, vous allez l'avoir d'une autre manière. C'est-à-dire que le fait de faire cette tâche désagréable, et on va commencer par faire des petits morceaux, un petit peu, pour pas que ce soit compliqué, parce que moi c'est vrai que l'ampleur de la tâche me fait abandonner tout le temps. Vous allez vous rendre compte que vous allez être fier de vous, et la fierté va vous amener du plaisir. Et c'est vrai que maintenant, bah, c'est moins difficile de mettre en action pour faire ce genre de tâches, parce que je me dis, ouais, j'ai pas envie de le faire, mais je sais que derrière, je vais être contente. Et le plaisir, il vient quand même assez rapidement. Donc, bah, depuis que j'ai compris ça, intellectuellement, j'arrive à avoir des pièces qui restent rangées. Et je vous jure, j'ai 46 ans, hein. C'est un exploit. J'ai jamais réussi à garder un endroit rangé. Jamais. Et tous les gens qui me connaissent vous le diront. Même ma mère, elle est venue l'autre jour en disant, waouh, c'est rangé. Je fais, mais ouais, je suis trop contente, quoi. Elle fait, bah bravo, ma fille. Bah ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que petit à petit, voilà, je mets des choses en place qui fonctionnent, quoi. Donc je suis contente, mais c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'attention. Et encore une fois, je le redis, j'ai cette chance d'être seule, d'être célibataire, sans enfant. J'ai pas de travail actuellement, je suis en arrêt maladie. Donc j'ai aussi le temps de faire tout ça. Quand on est dans une spirale de vie, de vie dite normale, quoi, c'est compliqué. Je vérifie si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, très important. Enfin, très important. Et, il y a aussi une caractéristique du TDAH, enfin des symptômes, c'est les hyperfocus. Donc les hyperfocus, c'est des genres de lubies. C'est-à-dire que les personnes atteintes de... Enfin, atteintes, j'aime pas dire ça parce que c'est comme si c'était une maladie, mais voilà, quand on a un TDAH, on a cette tendance à avoir des nouvelles passions tout le temps. Je vais prendre un exemple, moi j'ai eu le tirage de cartes. Les oracles, j'ai découvert ça, je fais ah c'est génial, je veux tirer les cartes, je veux connaître. Donc en fait on se spécialise énormément, on expérimente, on veut tirer les cartes à tout le monde, enfin voilà, on en parle à tout le monde, tout le temps, on saoule notre entourage, il faut le dire. Et puis ça s'arrête comme c'est venu. Alors il y a des passions qui perdurent dans le temps, hein. Moi j'en ai qui perdurent dans le temps, par exemple, j'ai un hyperfocus sur les acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses. À chaque fois que je découvre quelqu'un, je vais voir sa page Wikipédia, je me fais toute la filmo, je regarde tous les films, les réalisateurs, c'est insupportable. Hein. Mais du coup, je connais plein de choses sur ce sujet, ça ne sert à rien. J'ai des anecdotes comme ça. Je sais qu'Eva Longoria s'est mariée avec Tony Parker le 7 juillet 2007. Ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle un hyperfocus. Et celui-là, il part pas. Les acteurs, actrices, chanteurs, réalisateurs, enfin voilà, c'est tout ce qui fait un peu partie du milieu, même le showbiz, hein, je m'intéresse énormément à ça. Mais j'ai des hyperfocus qui vont, qui viennent. Les cartes, ça a été un hyperfocus pendant, ouais, je sais pas, un an. Et puis bah voilà, je me suis désintéressée, je tire toujours les cartes, hein, mais je le fais pour faire plaisir aux gens. C'est plus une passion comme ça l'était. Et des passions comme ça, il y en a plein. Et en fait, on se spécialise dans plein de trucs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui par rapport aux symptômes et peut-être que je continuerai une autre vidéo demain parce que là ça commence déjà à faire long. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.